Il y a une phase dans la vie où le bruit du monde s'atténue et où le silence devient le véritable test des liens humains. Dans la jeunesse, le bruit des conversations, des fêtes et des promesses crée l'illusion que l'amitié est un terrain fertile. Mais avec le temps, le sol de la vie se révèle. Toutes les graines ne germent pas, tous les compagnons ne restent pas. La vieillesse apporte un don rare, le temps d'observer. Observer qui visite encore le cœur et qui ne visitait que le confort. Arthur Schopenhauer disait que l'amitié est une exception à la règle de la nature humaine, car elle défie l'égoïsme essentiel de chaque individu. Pour lui, l'homme est mu par la volonté, une force aveugle qui ne cherche qu'à satisfaire ses propres désirs. Ainsi, l'altruisme véritable serait quelque chose de presque miraculeux, un éclair de lumière dans la nature sombre de l'existence. C'est pourquoi les vrais amis sont comme des diamants, rares, difficiles à trouver et facilement remplacés par des imitations qui brillent plus, mais durent moins longtemps. La plupart des gens ne veulent pas d'un ami, mais d'un miroir. Un reflet qui confirme leurs opinions, qui nourrit leur vanité, qui leur offre ce qui leur manque, sans jamais les confronter à ce qui leur reste. Et lorsque le miroir cesse de refléter l'image souhaitée, il est jeté. Pendant la jeunesse, l'amitié ressemble à un festin sans fin. On partage le rire, l'enthousiasme, le désir de conquérir le monde. Mais lorsque la vie impose le goût amer de la perte, de la maladie ou de la solitude, le nombre de voix diminue. On découvre alors que beaucoup de compagnons n'étaient pas de l'affection mais une habitude, et que l'affection d'hier peut devenir l'indifférence de demain lorsque le profit cesse. Schopenhauer croyait que la solitude n'est pas un défaut, mais une condition naturelle des esprits lucides. Il disait « La solitude est le destin de tous les grands esprits. Et ce n'est pas parce qu'ils méprisent les autres, mais parce qu'ils voient ce que peu de gens voient, que la plupart des liens humains sont soutenus par la commodité et non par la compréhension. » Selon lui, l'amitié véritable ne repose pas sur l'utilité, le plaisir ou le statut, mais sur la rare harmonie des âmes qui trouvent un repos mutuel. C'est la rencontre de deux volontés qui ne cherchent pas à s'utiliser, mais à se comprendre. C'est un état de respect silencieux, où la présence de l'autre suffit sans besoin de mots, de compliments ou d'échanges. C'est pourquoi, à maturité, cette distinction entre l'ami sincère et l'ami commode devient vitale. Non seulement pour protéger le cœur, mais aussi pour préserver la sérénité, le dernier refuge de l'âme qui a déjà compris le prix de la coexistence. Le sage apprend que l'amitié ne se mesure pas à la fréquence des conversations, mais à l'absence de venin dans les silences, et qu'il vaut souvent mieux être seul qu'entouré de personnes qui sapent la paix et confondent intérêt et amour. Il arrive un moment où le but de la vie n'est plus d'accumuler des relations, mais de sélectionner celles qui sont essentielles. Les visages changent, les promesses perdent de leur force, et il ne reste plus qu'une question. Qui resterait vraiment à vos côtés si vous n'aviez plus rien à offrir que votre âme? C'est cette réflexion qui guide ce voyage. Comprenons les 7 types d'amis que Schopenhauer nous apprendrait à éviter, non par mépris, mais par lucidité. Car la sagesse dans la vieillesse ne consiste pas à multiplier les présences, mais à réduire les illusions. Et lorsque cela est compris, le monde ne semble plus solitaire, seulement silencieusement vrai. C'est le type le plus courant, et paradoxalement le plus difficile à percevoir. Il n'arrive pas de manière agressive, ni ne révèle immédiatement ses intentions. Il apparaît avec un sourire, offre son aide, semble intéressé par le bien-être de l'autre. Mais comme le disait Schopenhauer, l'homme est par nature égoïste, et l'altruisme n'est que l'exception qui confirme cette règle. Ainsi, l'ami utilitaire s'approche non par empathie, mais par commodité. Il apparaît chaque fois qu'il y a quelque chose à gagner. Attention, prestige, argent, influence, ou simplement le sentiment d'être proche de quelqu'un d'utile. Schopenhauer appelait cela une amitié conditionnelle, un lien qui ne dure que tant qu'il y a un avantage à en tirer. Lorsque l'avantage disparaît, le lien se rompt, et son silence devient la révélation la plus honnête de ses intentions. Pendant les bons moments, ce type d'ami est une présence constante. Il est toujours là, à faire des compliments, à participer, à manifester une affection qui semble sincère. Mais il suffit que la chance tourne, que ce soit la perte du succès, le déclin de la santé ou la dispersion de l'attention sociale, pour qu'il disparaisse comme de la fumée dans le vent. Il n'y a ni adieu ni conflit, juste une absence, car celui qui n'a jamais vraiment été là pour vous n'a pas besoin de justifier son départ. La psychologie moderne appellerait cela une relation instrumentale,
une forme de lien basé sur des échanges inconscients, où l'autre est considéré comme un moyen et non comme une fin. Mais Schopenhauer, avec sa précision philosophique, avait déjà diagnostiqué cette maladie morale des siècles auparavant. Pour lui, l'homme est mu par la volonté, cette force irrationnelle qui recherche la satisfaction et la domination sur le monde. Et là où il y a volonté, il y a aussi appropriation. Même l'amour et l'amitié deviennent des expressions de cette pulsion de posséder et d'utiliser. C'est pourquoi l'ami utilitaire est au fond un commerçant émotionnel. Il négocie sa présence contre de l'utilité, son affection contre de l'influence, son empathie contre des avantages subtils. Il peut sembler loyal, mais sa loyauté est liée au flux des avantages. Lorsque l'autre n'a plus rien à offrir, il ne ressent aucune perte, seulement de l'ennui. Le plus dangereux, c'est qu'il provoque rarement de grandes tragédies. Les dommages qu'il cause sont lents et invisibles. C'est l'érosion de la confiance humaine. Après avoir côtoyé quelqu'un comme lui, l'âme a tendance à se refermer. Il en résulte une méfiance généralisée, une peur de croire à nouveau, comme si chaque geste d'amitié cachait une intention secrète. Et c'est ce que Schopenhauer appellerait l'effet secondaire de la volonté. La souffrance qui naît non pas de l'erreur elle-même, mais de l'attente de la pureté dans un monde impur. Au fil des ans, l'être humain sage apprend à reconnaître ce type de personne, non pas par ce qu'elle dit, mais par ce qu'elle évite de faire lorsqu'il n'y a plus d'intérêt. Il observe le silence, là où il y avait auparavant de l'enthousiasme, les excuses là où il y avait auparavant de la disponibilité, la distance là où il y avait auparavant de l'intérêt. Et, lorsqu'il s'en rend compte, il ne se révolte pas. Il comprend, simplement. Schopenhauer ne recommandait pas la haine, mais la lucidité. L'éloignement n'a pas besoin d'être bruyant, il suffit d'en être conscient. Il n'y a pas de mal à avoir connu quelqu'un comme ça, car même les faux amis ont une fonction. Enseigner la valeur de la solitude sélective. La sagesse ne consiste pas à ne jamais être trompé, mais à ne pas être trompé 2 fois par le même type de cœur. Le temps qui corrode les illusions purifie également les relations. Et quand on arrive à maturité, on apprend que l'amitié ne concerne pas ceux qui sont là dans les moments faciles, mais ceux qui restent quand il n'y a plus rien à offrir. Ni succès, ni prestige, ni utilité. C'est à ce moment-là que le filtre de la vie s'impose, séparant ce qui était de l'intérêt de ce qui était de l'affection, ce qui était de la présence de ce qui était du déguisement. L'ami utilitaire est le miroir du monde moderne, beau à l'extérieur, vide à l'intérieur. Le reconnaître est la première étape pour se libérer de la dépendance d'être nécessaire, car celui qui a besoin d'être utile pour être aimé n'a jamais connu le véritable amour. Si vous aimez les réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. La jalousie est une ombre qui accompagne l'homme depuis sa naissance. Elle grandit silencieusement, cachée dans les comparaisons quotidiennes, et se nourrit de ce que l'autre a de mieux. Arthur Schopenhauer la considérait comme le plus stérile des vices, car elle fait souffrir le malheureux pour le bien des autres, sans rien gagner en retour. C'est une maladie de l'âme qui ne cherche rien à conquérir, seulement à regretter l'éclat des autres. L'ami envieux est celui qui fait des compliments avec froideur et se réjouit avec modération. Il sourit quand vous gagnez, mais le sourire n'atteint jamais ses yeux. Il ne souhaite pas ouvertement votre chute. Cela le trahirait, mais attend patiemment le moment où la vie vous apportera une perte, afin qu'il puisse vous consoler sans culpabilité. Et dans cette consolation, il y a une satisfaction déguisée en empathie. Schopenhauer voyait dans l'envie l'expression la plus pure de l'égoïsme humain. L'envieux ne souhaite pas le bien, il souhaite l'exclusivité. Il ne supporte pas le succès des autres parce que le bien de l'autre lui semble être un vol de son propre mérite. Alors que l'admiration est un geste de grandeur, l'envie est un aveu d'infériorité. C'est la reconnaissance silencieuse que l'autre a atteint ce qu'il n'a pas pu atteindre, et n'atteindra peut-être jamais. La psychologie moderne confirmerait ce que le philosophe pressentait. L'envie est le résultat d'une comparaison constante entre ce que l'on est et ce que l'on aimerait être. Elle naît d'une blessure narcissique, d'une fierté déguisée en humilité, de la douleur de ne pas être le centre de l'attention. Et l'ami envieux, lorsqu'il ne peut briller, tente d'éteindre la lumière de l'autre, par des critiques subtiles, des commentaires douteux, ou simplement par l'absence de joie. Ce type d'amitié ronge silencieusement l'âme. Il n'y a pas de dispute, pas d'offenses explicites. Il n'y a que le malaise qui plane dans l'air. Sa présence pèse,
Ses compliments sonnent faux, et la conversation, aussi triviale soit-elle, comporte toujours une pointe de comparaison. C'est le genre de personne qui pose des questions, non par intérêt sincère, mais pour évaluer si vous êtes mieux ou moins bien loti que lui. Schopenhauer disait que l'homme envieux est prisonnier de sa volonté, et c'est peut-être là sa phrase la plus profonde. Car celui qui vit sous l'emprise de la volonté n'est jamais en paix. Il désire, il souffre, et lorsqu'il voit quelqu'un d'autre atteindre ce qu'il voulait, il ressent son propre pouvoir comme une douleur. La jalousie n'est donc pas seulement un défaut moral, mais une punition auto-imposée. Elle détruit le jaloux avant même d'atteindre celui qui est envié. Au fil des ans, la vie accorde un don que la jeunesse ignore, le discernement. La vieillesse apporte un avantage rare, la capacité de percevoir ce que les yeux jeunes ne voient pas. Le regard devient capable de distinguer les sourires faux, les compliments tièdes et les gestes qui cachent le poison de la comparaison. L'intuition mûrie est le meilleur bouclier contre l'envie, car elle ne réagit pas, elle comprend simplement. Il n'est pas nécessaire de confronter l'envieux. La confrontation le nourrit, car elle lui donne l'impression d'être important. La meilleure défense est la sérénité. Sourire sans se livrer, écouter sans se faire d'illusions et garder la distance nécessaire pour préserver sa paix intérieure. Le silence, dans ce cas, est plus fort que n'importe quelle explication. Schopenhauer dirait qu'il vaut mieux supporter la solitude que tolérer la fausseté déguisée en amitié, car, selon lui, l'envie est le plus malheureux des sentiments et le plus inutile. Il n'y a rien à gagner aux côtés de ceux qui ne célèbrent pas votre bonheur. La véritable amitié est le contraire de l'envie. C'est le repos de deux âmes qui se réjouissent mutuellement, sans dispute, sans possession, sans crainte. Comprendre cela est libérateur. C'est apprendre que la valeur de la vie ne réside pas dans le nombre de personnes qui se réjouissent avec nous, mais dans le nombre de personnes qui restent loyales lorsqu'il n'y a aucune raison de rivaliser. Et lorsqu'on atteint cette conscience, on se rend compte que l'envie n'est pas une attaque personnelle, mais seulement le reflet de la douleur de ceux qui n'ont jamais appris à admirer. Il y a des gens qui semblent porter le monde sur leurs épaules. Tout en eux n'est que douleur, déception, souffrance, et curieusement, toujours plus grande que celle des autres. Ils ne cherchent pas d'aide pour guérir, mais de l'attention pour rester malades. C'est l'ami qui se victimise, celui qui transforme la souffrance en identité et la compassion des autres en carburant pour rester immobile. Il exige une attention constante, mais offre peu en retour. Dans les conversations, il monopolise le temps avec ses lamentations. Dans les relations, il transforme l'autre en thérapeute involontaire. L'amitié, dans ce cas, cesse d'être un espace de soutien mutuel et devient un champ d'épuisement émotionnel, où l'un donne de l'énergie et l'autre ne fait que la consommer. Schopenhauer considérait la souffrance comme quelque chose d'inévitable, inhérent à la condition humaine elle-même. Pour lui, vivre, c'est souffrir, mais le mérite de la sagesse consiste à supporter la souffrance avec dignité et non à l'utiliser comme un instrument de manipulation. La victime, cependant, fait le contraire. Elle a appris à utiliser son propre drame comme un moyen de domination morale. Il se présente comme l'éternel blessé et se protège ainsi de la critique, de la responsabilité et du changement. En côtoyant une telle personne, l'équilibre se rompt lentement. D'abord l'empathie apparaît, puis la culpabilité. Avec le temps, ceux qui côtoient la victime commencent à se sentir coupables d'être bien, coupables d'être heureux et gênés de vouloir prendre leur distance. La relation devient une prison subtile, soutenue par la phrase implicite « Si tu me quittes, tu seras cruel ». Mais Schopenhauer avertissait « La compassion ne doit pas devenir de l'esclavage. Aider est noble, se laisser aspirer est de l'autodestruction. Il y a une différence entre tendre la main et laisser l'autre s'accrocher à votre cou. Un véritable ami ne demande pas de sacrifice constant, il recherche une croissance mutuelle. Lorsque l'amitié devient un fardeau, elle cesse d'être un lien d'amour et devient une forme de dépendance émotionnelle. La victime est, par essence, un ennemi du mouvement. Elle ne veut pas de solution, elle veut du réconfort. Elle ne cherche pas à transformer la douleur, elle veut la prolonger pour rester au centre de l'attention. Et ce faisant, elle contamine l'énergie de ceux qui l'entourent. Comme le disait Schopenhauer, la compagnie des autres est plus supportable lorsqu'ils ne nous demandent pas de partager leurs souffrances. La cohabitation prolongée avec une telle personne rend l'esprit malade. La joie devient suspecte, le silence se transforme en culpabilité, et la paix elle-même semble être un luxe qu'il faut cacher. Et, ironiquement, plus on essaie d'aider, plus la victime s'enfonce, car le réconfort reçu
renforce sa conviction qu'elle est une victime et non l'auteur de sa propre histoire. À maturité, il faut comprendre qu'il existe des douleurs que seul le temps peut guérir et qu'aucune empathie ne peut remplacer l'effort personnel de l'autre. L'être humain est responsable de sa propre âme, et ceux qui insistent pour porter le poids des autres finissent par perdre la légèreté nécessaire pour continuer à vivre. Schopenhauer, avec sa froideur philosophique et sa sagesse pratique, résumerait ainsi « Celui qui vit pour plaire aux autres finit par se déplaire à lui-même ». C'est pourquoi le véritable amour, que ce soit dans l'amitié ou dans la compassion, doit avoir des limites. La limite est le point où le souci de l'autre commence à nuire au souci de soi-même. Une amitié saine est un échange de lumière, pas d'ombre. Elle n'exige pas le salut, mais offre la compréhension. Et la lucidité de la vieillesse apporte cette clarté. Il y a des douleurs qui ne doivent pas être adoptées, et il y a des personnes qui, pour se relever, doivent d'abord perdre le confort de la victimisation. Car, en fin de compte, la véritable aide n'est pas celle qui soutient la souffrance, mais celle qui la rend inutile. Il y a des personnes qui semblent mues par des vents intérieurs. Aujourd'hui, elles sont chaleureuses, demain froides. Un jour, elles promettent une fidélité éternelle. Le lendemain, elles disparaissent sans laisser de traces. L'ami volubile est ainsi. Il est présent tant que quelque chose l'inspire, mais sa loyauté est aussi instable que l'humeur qui le gouverne. Il n'est pas mauvais, juste incohérent. Mais dans la pratique, son inconstance cause autant de dégâts que la fausseté. C'est l'ami des phases, des promesses éphémères et des loyautés fragiles. Il arrive avec enthousiasme, parle d'affinité, fait des projets et jure réciprocité. Mais au moindre changement de scénario, il s'éloigne, sans dispute ni raison claire. Son absence est toujours entourée de justifications vagues. J'ai été occupé, je suis dans une autre phase, comme si le simple cours de la vie était une excuse pour sa disparition affective. Arthur Schopenhauer l'appellerait un « homme d'apparence », celui qui n'a pas de cohérence interne et ne vit que d'impulsions momentanées. Pour lui, ces personnes n'ont pas de véritable essence morale. Elles sont comme des feuilles dans le vent, mues par ce qui est extérieur, incapables de maintenir une cohérence entre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles disent. C'est pourquoi l'amitié avec une telle personne est avant tout un exercice de frustration. On ne sait jamais si le lien est réel ou s'il n'est que le reflet d'une émotion passagère. Ces individus sont toujours à la recherche de nouveautés. Ils confondent intensité et profondeur, enthousiasme et loyauté. Ils vivent de stimuli, et lorsque le lien cesse de provoquer des émotions, ils perdent tout intérêt. Pour eux, l'amitié est une scène, pas un refuge. L'autre n'est pas une présence, mais un décor temporaire pour leur besoin de se sentir vivant. Schopenhauer voyait dans cette inconstance la marque de l'homme superficiel. Pour lui, le vrai caractère se révèle non pas dans la passion, mais dans la persévérance. L'ami volage est incapable de rester, car il ne supporte pas la monotonie de la vérité. À chaque lien, il cherche un reflet différent de lui-même, et lorsque le miroir ne le satisfait pas, il part à la recherche d'un autre. Au fil des ans, il devient dangereux de faire confiance à de telles personnes, non pas parce qu'elles causent un préjudice direct, mais parce qu'elles usent l'âme avec de fausses attentes. Chaque retour ravive l'espoir. Chaque éloignement rouvre la blessure de la déception. Et la répétition de ce cycle nous enseigne, douloureusement, que l'instabilité émotionnelle des autres ne doit pas dicter notre paix. Le sage, lorsqu'il perçoit cette oscillation, ne confronte pas. La confrontation serait inutile, car le volubile n'est pas guidé par la raison mais par l'instant présent. Au lieu de cela, le sage se retire silencieusement et observe à distance. Il comprend que la constance est une vertu rare, et que la valeur de l'amitié ne se mesure pas au nombre de retrouvailles, mais à l'absence d'incertitude entre l'une et l'autre. La vieillesse, avec sa lucidité acquise, enseigne à conserver son énergie. Le temps devient trop précieux pour être gaspillé à essayer de retenir des personnes qui ont déjà décidé de partir, même inconsciemment. La maturité révèle une vérité simple. Ceux qui font vraiment partie de notre vie n'ont pas besoin d'être convaincus de rester. Schopenhauer comparait l'amitié véritable à l'or. Plus il est pur, plus il résiste au passage du temps. L'or peut perdre son éclat extérieur, mais il ne perd pas sa valeur essentielle. L'ami volage, au contraire, est comme le cuivre. Il brille sous la lumière de l'enthousiasme, mais s'use rapidement, terni par le contact constant avec l'air de la réalité. C'est pourquoi apprendre à reconnaître le volage, c'est apprendre à protéger son cœur de la fatigue. Il ne s'agit pas de le juger,
mais de le comprendre et de garder une distance suffisante pour ne pas être emporté par ces vents. Après tout, l'amitié ne doit pas être une tempête qui agite, mais un refuge qui apaise. Et quand on trouve ce refuge, on découvre que la véritable constance ne réside pas dans les promesses des autres, mais dans la sérénité de rester fidèle à soi-même. Il existe des amitiés qui commencent par l'admiration et se terminent par l'obéissance. Elles se construisent sous le couvert de l'attention, mais derrière cette attention se cache une volonté de pouvoir. L'ami contrôlant semble se soucier de vous. Il vous pose des questions, vous conseille, vous accompagne, mais chaque geste d'affection cache un désir de domination. Il ne veut pas seulement faire partie de votre vie, il veut en diriger le scénario. Schopenhauer, en étudiant la nature humaine, a observé que toute relation est une lutte silencieuse entre les volontés. Chaque individu cherche à affirmer la sienne, conquérir, influencer, dominer. Mais le véritable sage est celui qui apprend à se gouverner lui-même, et non les autres. Le contrôleur, au contraire, fait de l'autre le terrain où il exerce la domination qu'il ne parvient pas à avoir sur lui-même. Au début, sa présence semble protectrice. Il offre des conseils, se montre attentionné, tente de résoudre vos problèmes comme s'ils étaient les siens. Mais peu à peu, la frontière entre préoccupation et intrusion s'estompe. Il commence à donner son avis sur tout, ce que vous devez faire, à qui vous devez parler, comment vous devez vous comporter et même ce que vous devez ressentir. Son amitié devient une forme de tutelle, un lien où l'un commande et l'autre consent, souvent sans s'en rendre compte. Schopenhauer disait que la volonté humaine est insatiable. Plus elle conquiert, plus elle désire. Il en va de même pour le contrôleur. Lorsqu'il se rend compte qu'il a de l'influence, il en veut davantage. Et lorsque quelqu'un résiste, il qualifie cela d'ingratitude. Il confond autonomie et rejet, liberté et froideur. Mais ce qui le dérange vraiment, ce n'est pas votre éloignement, mais la perte du pouvoir de décider à votre place. Ces amitiés sont dangereuses car elles ne blessent pas de manière explicite. La domination est enrobée de tendresse et la manipulation est toujours justifiée par « je ne veux que ton bien ». Peu à peu, l'autre commence à douter de lui-même. Est-ce que ce qu'il ressent est correct? Est-ce que ce qu'il désire est permis? Est-ce que ce qu'il fait est approuvé? Et lorsque la conscience même a besoin d'une autorisation extérieure pour exister, la liberté intérieure commence à mourir. À l'âge mûr, ce type de relation devient particulièrement toxique. Après avoir passé toute une vie à lutter pour son autonomie financière, émotionnelle et spirituelle, se soumettre à une autorité déguisée en amitié est une forme subtile de régression. C'est comme revenir à l'enfance, où l'obéissance était confondue avec l'amour. Mais la sagesse de l'âge enseigne que le véritable amour ne contrôle pas, il respecte. Schopenhauer soutenait que la liberté intérieure est le bien le plus élevé de l'homme. Elle est ce qui reste quand tout le reste est enlevé. La capacité de penser par soi-même, de ressentir sans demander la permission, de vivre selon sa propre nature. C'est pourquoi lorsqu'une amitié commence à imposer des modes de vie ou à restreindre la paix intérieure, elle cesse d'être une amitié. Elle se transforme en possession. Et toute possession, dans le domaine affectif, est une forme déguisée d'égoïsme. La réponse du sage face au contrôleur n'est pas la confrontation, mais un éloignement serein. Il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit, ni de discuter du pouvoir. Il suffit de laisser le silence faire ce que les mots ne peuvent pas faire, montrer que chacun est maître de sa propre volonté. Schopenhauer croyait que la liberté spirituelle est l'état humain le plus rare, et que peu de gens parviennent à la préserver jusqu'à la fin de leur vie. C'est pourquoi s'entourer uniquement de personnes qui respectent cette liberté est un acte de protection de l'âme. La véritable amitié est celle dans laquelle on peut être ensemble, sans perdre son centre. Et c'est peut-être là la plus grande leçon. Celui qui tente de diriger votre vie n'est pas un ami, mais un substitut d'autorité. Et celui qui accepte de vivre sous le commandement d'autrui, aussi doux soit-il, finit par devenir étranger à lui-même. Il y a des gens qui transforment chaque conversation en une confession, et chaque confession en une complainte. Rien n'est assez bien. Personne n'est digne de confiance, rien ne marche. Pour eux, la vie est un inventaire interminable de frustrations. Ce type d'énergie est corrosif. Vivre avec quelqu'un comme ça, c'est comme respirer le même air dans une pièce sans fenêtre. L'oxygène s'épuise et l'âme commence lentement à tomber malade. Schopenhauer affirmait que la vie est, par nature, souffrance. Mais il ajoutait une nuance essentielle.
Le sage cherche à réduire cette souffrance, pas à la propager. Alors que l'homme ordinaire tente d'alléger sa propre douleur en la déversant sur les autres, l'homme conscient apprend à la transformer en compréhension silencieuse. L'ami négatif, au contraire, refuse d'apprendre. Il trouve dans le pessimisme une forme de réconfort, une justification pour ne pas changer, pour ne pas essayer, pour ne pas vivre pleinement. La négativité, en substance, est une forme de paresse spirituelle. Il est plus facile de blâmer le destin que de l'affronter, de critiquer le monde que de s'y adapter soi-même. Le négatif ne cherche pas de solution, il cherche de la complicité dans le découragement. Il veut que les autres confirment sa vision sombre afin de ne pas se sentir seul dans son désenchantement. C'est pourquoi il se nourrit de l'espoir des autres. Il a besoin de l'éteindre pour valider son incrédulité. Schopenhauer dirait que ce type d'amitié est un vol subtil de vitalité. Car l'âme humaine est en partie poreuse. Elle absorbe ce avec quoi elle vit. Les paroles des autres deviennent des pensées, les pensées deviennent des sentiments, et les sentiments, des habitudes émotionnelles. Avec le temps, en côtoyant le négatif, le regard se contamine. Les couleurs du monde perdent de leur intensité, et ce qui était auparavant possible commence à sembler inutile. Il y a une différence entre le réalisme du sage et le pessimisme de la mère. Le sage reconnaît la douleur mais la transcende. La mère reconnaît la douleur et y construit sa demeure. Schopenhauer comprenait que la conscience de la souffrance devait conduire à la compassion, et non à la rancœur. Mais le négatif ne connaît pas la compassion, seulement le ressentiment. Il transforme chaque joie des autres en souvenir de ce qui lui manque, et chaque geste de bonté en suspicion d'intérêt. Au fil des ans, apprendre à se protéger de ce type d'énergie devient une question de survie émotionnelle. Dans la jeunesse, l'enthousiasme supporte les relations toxiques. Dans la maturité, la sérénité ne permet plus le gaspillage. L'âme mûre comprend que toutes les souffrances ne méritent pas d'être entendues. Certaines ont seulement besoin du silence du temps et non de l'attention constante des autres. C'est pourquoi s'éloigner d'un ami négatif n'est pas de la froideur, mais de l'instinct de conservation. Ce n'est pas un manque d'empathie, mais de l'amour propre. Car celui qui se laisse entraîner par l'amertume de l'autre finit par oublier la valeur de sa propre paix. Et comme l'enseignait Schopenhauer, le bonheur négatif, la simple absence de souffrance, est déjà un bien précieux. En d'autres termes, préserver sa tranquillité intérieure est souvent le plus grand acte de sagesse. Le silence, dans ce cas, est plus curatif que 1000 conseils. On ne convainc pas le pessimiste avec des arguments. Il doit vouloir sortir de son ombre. Et tant qu'il ne le veut pas, le mieux est de l'observer à distance, sans rancœur, sans culpabilité et sans l'illusion qu'il est possible de sauver celui qui refuse de changer. À la fin de la vie, ce que l'on souhaite, ce n'est pas une compagnie constante, mais une sérénité profonde. Ce n'est pas être entouré de voix, mais entouré de paix. Et pour cela, il faut du courage. Le courage de choisir le silence plutôt que la confusion, la distance plutôt que l'épuisement, le calme plutôt que la culpabilité. Car la véritable amitié illumine, tandis que la négative éteint. Et personne ne doit éteindre sa propre lumière pour continuer à voir les autres dans l'obscurité. La véritable amitié est basée sur le partage, la fausse sur la comparaison. Et c'est dans cette ligne subtile que se révèle l'ami compétitif, celui qui transforme l'affection en dispute silencieuse. Il ne supporte pas l'idée d'égalité, il doit être au-dessus, même dans les choses les plus banales. Sa vie est un tableau d'affichage invisible, et chaque victoire de l'autre est perçue comme une défaite personnelle. Schopenhauer voyait dans ce comportement l'une des manifestations les plus évidentes de la volonté de vivre, concept central de sa philosophie. Cette volonté est la force aveugle et incessante qui pousse tous les êtres à s'affirmer, à dominer, à rechercher l'avantage. C'est pourquoi il disait que la rivalité est une conséquence naturelle de l'existence, mais aussi l'une de ses plus grandes sources de souffrance. L'ami compétitif ne recherche pas l'harmonie mais la supériorité. Son bonheur dépend moins de ce qu'il accomplit que de ce que l'autre ne parvient pas à accomplir. Dans la vie sociale, cette rivalité se dissimule sous le masque de l'intérêt. Il veut tout savoir de votre vie, mais pas par curiosité sincère. Il veut mesurer, comparer, calculer. Si vous voyagez, il mentionne un voyage meilleur. Si vous accomplissez quelque chose, il tient à raconter une réalisation plus importante. Même la souffrance devient une scène. Si vous souffrez, il se souvient de douleurs plus profondes,
comme si la tristesse était une compétition de mérite. Schopenhauer affirmait que l'envie et la rivalité sont les plus grands obstacles à l'amitié, car elles naissent toutes deux du même poison, l'incapacité d'admirer. L'envieux souffre du succès des autres, le compétitif a besoin de le surpasser. Dans les deux cas, le lien est dominé par la comparaison. Et là où il y a une comparaison constante, il n'y a pas de paix. L'ami compétitif est en fait un miroir déformé. Il ne vous voit pas, mais le reflet de ce qu'il souhaite être. Et plus vous brillez, plus le reflet le dérange. C'est pourquoi sa présence est marquée par de subtils gestes de dévalorisation, des blagues déguisées, des conseils qui rabaissent, des compliments qui blessent. Tout cela pour rétablir l'équilibre interne de sa propre vanité. Avec le temps, ces compétitions deviennent épuisantes. Avec la maturité, le regard plus expérimenté reconnaît que la compétition dans l'amitié est une forme infantile d'insécurité. Le sage a déjà compris que le succès de l'autre ne menace pas sa propre valeur, car le véritable mérite est interne. Il réside dans le fait d'être fidèle à soi-même, et non dans le fait de gagner une course imaginaire. Schopenhauer disait que la sagesse consiste à limiter ses désirs et à accepter ce qui est. Celui qui comprend cela abandonne le besoin de rivaliser et commence à vivre dans la sérénité. L'antidote à ce type d'amitié n'est pas la provocation, mais l'indifférence sereine. Il n'est pas nécessaire d'affronter le compétitif. La confrontation l'alimente, car elle renforce l'idée de jeu. La victoire, dans ce cas, consiste à ne pas jouer. Le silence du sage est plus victorieux que 1000 arguments, car celui qui n'entre pas dans la dispute a déjà gagné. Avec le temps, on apprend que la grandeur ne consiste pas à être au-dessus des autres, mais à ne pas avoir besoin de se mesurer à qui que ce soit. L'être humain vraiment mûr ne rivalise pas avec ses amis. Il admire, soutient, partage. Il sait que l'éclat de l'autre n'éclipse pas le sien, mais illumine simplement un peu plus le chemin commun. Schopenhauer voyait dans l'amitié authentique un refuge contre la vanité. Un espace où deux âmes peuvent exister sans hiérarchie, sans calcul, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est cette égalité silencieuse qui apaise l'esprit. C'est pourquoi ceux qui comprennent la valeur de la sérénité choisissent de ne pas se disputer, mais d'observer. Et ils découvrent que dans la vie, celui qui rivalise perd, celui qui observe gagne. Car le véritable triomphe ne consiste pas à surpasser l'autre, mais à surmonter son propre besoin de comparaison. Après avoir évité les faux amis, il reste ce que beaucoup redoutent, la solitude. Mais pour Schopenhauer, ce n'est pas une punition, c'est la forme la plus pure de compagnie. Il croyait que l'homme vraiment intelligent préfère être seul plutôt que mal accompagné, car ce n'est que dans le silence que l'esprit trouve le repos et ce n'est que dans le calme que l'âme s'écoute clairement. La solitude n'est pas une absence, c'est une présence à soi-même. C'est l'espace où se dissolvent les masques sociaux, les rôles, les obligations de plaire et d'être accepté. C'est là que l'individu se retrouve sans le bruit des autres et découvre qui il est vraiment, ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il apprécie. Schopenhauer voyait cet état non pas comme un isolement, mais comme une libération. Pour lui, la coexistence constante avec les autres impose des distractions qui éloignent l'homme de la réflexion profonde et le retiennent à la superficialité des opinions des autres. Être seul est donc une occasion de renouer avec l'essentiel. La vieillesse, quant à elle, est le temps de la purification. C'est le moment où le bruit des apparences s'éteint et où l'essence humaine se révèle enfin. Les ambitions perdent de leur force, les cercles sociaux se réduisent, et ce qui semblait auparavant indispensable s'avère superflu. À ce moment-là, l'amitié prend un nouveau sens. Ce n'est plus une question de quantité, mais de qualité, ou plutôt de quiétude. La valeur d'un ami ne réside pas dans la fréquence de ses visites, mais dans la sérénité du silence partagé, car un véritable ami ne comble pas le vide avec des mots, mais le respecte par une présence tranquille. Éviter certains types d'amis, ce n'est pas mépriser le monde, c'est choisir ce qui reste. Chaque éloignement est en fait une forme de purification. Tout au long de notre vie, nous collectionnons des liens, mais peu résistent à l'épreuve du temps, de la maladie et de la solitude. Et c'est naturel, car les relations humaines suivent la même loi que tout ce qui vit. Elles naissent, grandissent, se transforment, et lorsqu'elles ont épuisé leur raison d'être, elles disparaissent. L'âme mûre comprend que l'amour et l'amitié ne sont pas en chacun,
mais que le respect et la dignité peuvent être en soi-même. Et lorsque le cœur trouve le repos dans cette conscience, la solitude cesse d'être une absence de compagnie et devient une présence de paix. Elle cesse d'être redoutée et devient un choix, non par rejet mais par sagesse. Schopenhauer disait que la solitude est l'héritage de toutes les natures supérieures. Et cette phrase contient une vérité profonde. Plus un esprit s'élève, plus il devient rare de trouver une affinité. Le prix de la lucidité est l'éloignement, mais la récompense est la sérénité. Ceux qui comprennent la vie dans sa complexité n'ont pas besoin de beaucoup de monde autour d'eux. Ils ont seulement besoin d'harmonie intérieure. La véritable sagesse ne consiste donc pas à s'entourer de gens, mais à être entier même quand personne n'est là. La solitude est le miroir de l'âme. Elle révèle ce qui est vrai et dénonce ce qui n'était que le reflet des autres. Ceux qui supportent le silence de leur propre compagnie trouvent une force qu'aucune foule ne peut offrir, la liberté d'être sans avoir à prouver quoi que ce soit. En fin de compte, le plus fidèle ami que l'on puisse avoir est sa propre conscience en paix. Elle est la seule à nous accompagner jusqu'au dernier instant, à écouter sans juger, à comprendre sans exiger. C'est en elle que l'on trouve le refuge, qu'aucune amitié imparfaite ne peut remplacer. Et comme Schopenhauer l'a conclu avec une précision philosophique et une beauté humaine, celui qui ne trouve pas de plaisir en sa propre compagnie ne le trouvera nulle part, car dans le silence de la solitude, l'homme comprend enfin que l'amitié la plus rare et la plus profonde est celle qu'il entretient avec lui-même, la seule qui résiste au temps, à la perte et à la mort. Si cette réflexion vous a plu, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.